des vies et des hommes. Isabelle Rupin. La semaine passée, c'était les semaines d'information sur la santé mentale qui sont toujours l'occasion à la fois d'informer le grand public, de le sensibiliser à tout ce qui est santé mentale et puis aussi peut-être de souligner des difficultés, notamment des proches aidants. C'est ce qu'a fait l'UNAFAM, l'Union nationale des familles et amis de personnes en fragilité psychique, psychologique. Alors, Jean-Bernard Brière, vous allez corriger exactement sur l'UNAFAM. Oui, l'UNAFAM, c'est l'Union nationale des amis et familles de personnes malades ou handicapées psychiques. Voilà. Ces semaines d'information de la santé mentale, donc c'était l'occasion de redire quelques points qui sont de plus en plus inquiétants. On sait que la psychiatrie, la santé en général en France, c'est pas brillant, mais la psychiatrie est vraiment le parent pauvre. Oui, la psychiatrie, même en Mayenne, c'est quand même le parent pauvre. Bon, le but de notre travail, c'était pas de dénoncer ça, hein. C'était plutôt de travailler sur la problématique des aidants, hein. Parce que nous sommes très mal reconnus, les aidants de proches malades handicapés psychiques, nous sommes très mal reconnus au niveau national. Donc, on voulait faire apparaître nos difficultés, notre ressenti, notre impuissance par rapport à nos proches malades. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire? Votre désarroi en tant que proche aidant, il est aussi à la mesure de l'aide et de la thérapie qu'on peut proposer à vos malades, en fait. Il n'y a pas que ça fait partie de ça, mais il y a toute la partie accès aux droits. L'accès aux droits de nos proches nous pose d'énormes problèmes par rapport à certains dossiers. Comment on accède au dossier MDPH, par exemple? La MDPH, c'est le lieu où C'est pas la MDPH, c'est à la MDA, la maison de l'autonomie. Donc, pour construire un dossier comme ça, il faut faut déjà savoir là où il est. On avait des proches des malades, pardon, et puis des aidants qui savaient pas trop où ça se trouvait et comment il fallait faire. Et pardon, l'idée de remplir un dossier, c'est pour avoir une reconnaissance, pour avoir un statut particulier et peut-être aussi une allocation. Une reconnaissance de travailleur handicapé, et puis accéder à des droits, c'est-à-dire il y a des droits tels que l'AAH, la PCH. Alors, pardon, toutes les allocations handicapées, même sans les détailler forcément toutes, hein. C'est ça, mais Adulte handicapé, la prestation de compensation du handicap, la PCH, tout ça, ce sont des droits que nos proches peuvent avoir besoin. Donc, pour avoir ça, il faut déjà savoir où les trouver. On était confronté à ça. Donc, toutes ces choses-là, vous les retrouvez dans le document. oui, un document qui a été édité. En fait, l'UNAFAM 53 a recueilli les attentes des proches aidants. Et du coup, ça permet effectivement d'avoir toute la mesure, hein, de ces difficultés. Marie-Claude, vous siégez justement à la commission Des droits et d'autonomie des personnes handicapées. Et cette commission examine les dossiers qui sont à examiner, voilà, je me répète un peu, pour l'ouverture des droits. C'est d'abord la reconnaissance du handicap. La reconnaissance du handicap passe ensuite par une ouverture de droits financiers, par exemple l'allocation du handicapé, une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé qui permet à la personne, par exemple, de travailler en ESAT ou de travailler en milieu ordinaire. Parce que maintenant, les entreprises ont une obligation d'emploi de 6% des travailleurs handicapés. Et si cette personne signale qu'elle est reconnue handicapée, ça rentre dedans les quotas de l'entreprise. Cette ouverture de droit aussi passe par, par exemple, bénéficier d'un SAMSA, service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Par exemple, pour aller dans une maison d'accueil spécialisée, une MAS, un foyer d'accueil médicalisé pour les personnes les plus atteintes. Et puis, la prestation de compensation du handicap pour tout ce qui concerne l'aide humaine. Et dans ce cas-là, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire parce que la perception, moi, pour siéger, j'ai vu un petit peu que les examinateurs, les instructeurs des dossiers, sont des professionnels, mais tout ce qui est handicap psychique, ils ont du mal déjà à appréhender parce que il n'y a pas, par rapport à notre handicap, par exemple le handicap physique, on sait ce qu'il faut mettre, mais le handicap psychique, c'est tellement divers
ça varie d'une personne à l'autre, que Peut-être même d'un jour à l'autre aussi en et d'un fonction du jour à patient. l'autre, et d'un jour à l'autre, que la personne qui vient toute seule pour constituer son dossier peut dire oh ben moi ça va très bien, parce qu'aujourd'hui c'est vrai ça va bien. Mais si après vous interrogez les proches, ils vont vous parler autrement, dire oui mais hier c'était pas très bien, il y a 15 jours c'est pas très bien. Et puis voilà, parce que la maladie psychique c'est des hauts, c'est des bas. Ça peut être dans la journée, ça peut être sur la semaine, ça peut être sur des mois. Et pendant ce temps-là, ben, ce sont les proches, souvent les parents ou les frères et sœurs qui sont là pour aider dans cette compensation du handicap. Parce qu'on parle des droits financiers et aux structures, mais il ne faut pas oublier que les parents, les proches, compensent très souvent ce handicap. On a l'impression que cette reconnaissance qu'on peut avoir avec la MDPH est un peu un sésame qui ouvre à certains droits, certaines prestations, mais les structures ne sont pas forcément suffisantes, hein. Donc même une fois qu'on a ce fameux sésame, ça règle pas tout. C'est vrai, parce que quand on fait des orientations, moi la première, je dis mais avez-vous vérifié s'il y avait des disponibilités? Ça vaut aussi pour les enfants, hein, parce que j'ai parlé des adultes, mais ça vaut aussi pour les enfants. Par exemple, pour intégrer des ULIS, unités locales d'enseignement, quoi, hein, dans les classes. Mais à chaque fois, la question que je pose, moi, c'est avez-vous vérifié la disponibilité? Et c'est là que ça blesse un petit peu, parce que dans les ULIS, même si l'éducation nationale fait beaucoup d'efforts pour essayer d'intégrer les enfants, des fois c'est 1 heure, 2 heures par semaine, hein. Mais pour les adultes, par exemple pour les SAMSA, il y a plus de 150 demandes en attente. Et il y a des familles qui sont dans le désarroi parce qu'elles ne peuvent pas s'absenter, parce qu'il faut être là, il faut être toujours présent. Prendre des vacances, c'est très compliqué, parce que qui va s'occuper du proche? C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas tellement de solutions de répit. On parle souvent de répit. Il n'y a pas de solution de répit, non, non. Ou alors, il peut y avoir des solutions de répit qui sont proposées par des structures, par des associations, mais c'est financier, hein. Donc, c'est pas forcément possible pour toutes les familles. Parce que ça représente un coût assez Et en incroyable. plus, les familles, elles subviennent financièrement aussi aux besoins de leurs proches. Parce que des fois, leurs proches a une reconnaissance de handicap qui est inférieure à 80%, alors qu'il Et est donc, totalement à leur charge. Et donc, inférieur à 80%, il y a beaucoup de droits qui ne sont pas ouverts. Ils peuvent avoir l'allocation de handicapé, mais elle n'est pas totale. Et il y a le complément de ressources qui n'est pas donné par la caisse d'allocation familiale. Donc voilà. C'est pour ça que pour une famille, il ne faut pas hésiter à venir à l'UNAFAM quand vous avez besoin, comment dire, de constituer un dossier. À l'UNAFAM, nous avons 3 bénévoles qui se relaient pour assister aux séances de la commission des droits. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir à l'UNAFAM pour demander de l'aide pour constituer un dossier. alors il y a ça, et puis il y a aussi, je crois, des groupes de parole qui sont organisés par l'UNAFAM et qui sont extrêmement précieux. Marie-Ange, c'est vous qui êtes un petit peu responsable des groupes de parole? Voilà, oui. Alors là, on accueille donc les familles qui ont des proches malades psychiques et le psychologue qui est là aussi pour écouter toutes ces familles qui parlent les unes après les autres et donner des réponses, comment on peut s'orienter, comment on peut s'entraider. Ça, c'est important parce que le personnel soignant, vous, en tant que proche, vous n'avez pas forcément beaucoup d'occasions de le rencontrer. Pas du tout. Donc, nous avons quand même une réponse avec le psychologue. Et pour les familles aussi, c'est un lieu d'écoute. Elles s'écoutent très bien les unes entre les autres. Et pour moi, c'est une grande famille qui est là, qui n'a pas l'occasion de discuter de son proche dans la famille, avec les amis non plus. Donc, c'est vraiment le lieu d'écoute pour toutes les familles, en dehors de tous les soucis qu'elles ont à la maison avec leurs proches. Parce qu'effectivement, c'est un sujet qu'on aborde peu, mais l'entourage familial n'est pas forcément toujours un grand soutien, ne comprend pas. Non, les personnes qui n'ont pas de proches malades psychiques, on ne comprend pas. Pour certains, ils sont malades un jour, c'est des manières, ils sont malades quand ils veulent, et on a un regard un peu très tabou sur la famille, sur tous ces jeunes qui sont autour de nous, malades sur la rue, et on ne trouve pas de solution pour eux, quoi. Vous aviez un témoignage, Marie-Thérèse?
Oui, j'ai mon grand jeune qui a 37 ans et qui a toujours vécu au domicile parental et qui effectivement, à l'issue de son hospitalisation, le psychiatre nous disait, ben voilà, c'est soit c'est la rue pour toi, Vincent, ou alors tu retournes au domicile parental. Donc c'est vrai que c'est violent à la rue quand on voit les traitements médicamenteux assez costauds, on se dit qu'il y a quand même des choses à faire. Donc entre les deux, il faudrait, oui, imaginer des choses. Et parce qu'ils ont besoin d'aide. Donc nous, on est encore là, présent, donc on peut l'aider, parce que c'est la pragmatisme. Les malades psychiques ont du mal à se mettre en mouvement, à démarrer une activité, une action. Donc il faut toujours être là, préparer les repas, veiller à son hygiène de vie, veiller à l'hygiène dans sa chambre. Donc il faut toujours être derrière. C'est très lourd pour nous. On ne peut pas s'absenter. Bien sûr, il y a quelques séjours aidant-aidé, mais si l'aider, le malade, ne veut pas, eh ben, il ne se passe rien. Donc on attend beaucoup de l'aide humaine, de cette PCH, on attend beaucoup. Donc la prestation compensatoire handicapée. Voilà, c'est ça. Vous avez un de vos frères, je crois, qui ne parle pas à votre fils. Oui, c'est ça, parce que ben oui, c'est tabou dans la famille. Il fallait pas parler des problèmes de notre jeune malade psychique. Donc, et puis on n'avait pas non plus de diagnostic. Le diagnostic est intervenu que par une hospitalisation à la demande d'un tiers. Donc, à l'âge de 36 ans. Donc, vous vous rendez compte. Donc, quand je pointais des choses, même le médecin généraliste, ne connaissant pas la maladie psychique, me disait qu'il fallait le prendre au second degré. Donc, c'était très dur pour nous de vraiment... Voilà, et puis finalement, dans le couple, j'avais mon mari qui était dans le déni. Il a été dans le déni, mon mari, jusqu'à ce que notre jeune démissionne de son activité à temps partiel. Donc, c'est dire toutes les grandes difficultés. Et là, avec la PCH, si on fait intervenir quelqu'un qui vient venir en cours de journée discuter avec notre fils ou faire une activité sportive ou je ne sais quoi, eh bien, il faut le payer, le rémunérer de l'heure entre 20 et 26 euros. Et la MDA ne va verser que 4,69 euros. Donc, c'est à notre charge. Et encore faut-il que l'aider, le malade, accepte cette aide. Donc, parce que vous disiez aussi, beaucoup de patients sont un peu dans le déni, hein. Ou certains jours dans le déni. Oui, c'est ça. Ils peuvent rester même dans le déni tout le temps, quoi. C'est très compliqué, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est une maladie invisible et donc c'est difficile pour eux d'accepter. Y consentir, voilà, c'est déjà un pas, mais c'est très compliqué. Oui, je trouve que ce que l'on vient de dire, c'est quand même la réalité pour beaucoup de familles. Le déni, c'est vraiment quelque chose, dès lors qu'on est dans le déni, on n'avance pas. Il faut absolument aller au bout de la vérité pour vraiment comprendre cette maladie. Alors, dans la famille, quand il y a 1 sur 2 qui comprend et l'autre qui ne comprend pas, c'est encore plus compliqué. Voilà, redites-moi. C'est quand les parents ne seront plus là, même en habitat inclusif, que le jeune soit mis dehors parce que le logement devient insalubre. Donc, s'il faut payer à l'heure une personne, c'est pas le budget pour la personne handicapée qui va le permettre. C'est ça, en fait, la grosse inquiétude, c'est une fois que les parents sont plus là, ça retombe sur la fratrie, et puis s'il n'y en a pas ou s'ils ne peuvent pas. C'est ça, c'est très lourd dans ce cas-là, c'est ça, retombe sur le frère ou la sœur. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit pas mal de personnes en déshérence, puisque vous disiez, le médecin vous avez dit, c'est la rue ou les parents. Voilà. Donc je pense que c'est quand même un problème de société, qu'il faudrait sensibiliser tout le grand public, que cette maladie psychique ne devienne pas tabou, comme elle l'est, mais qu'une personne qui a un cancer, elle va le dire, maintenant ce n'est plus tabou. Et pourquoi la maladie psychique, ce ne serait pas la même chose? Il faut démystifier tout cela, il faut vraiment que tout le public, tout le grand public connaisse cette maladie psychique, cette maladie invisible. C'est maladie psychique. Ouais. Parce qu'elles sont multiples. C'est ça. Ouais, c'est maladie psychique, voilà. David, vous, c'est votre fils qui est concerné par la santé mentale. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu sa pathologie et les difficultés que vous rencontrez? Mon fils a été déclaré bipolaire en 2023. Depuis, on est avec lui tous les jours. Il a un traitement lourd, où il doit le prendre le matin et soir, qui le fait dormir beaucoup et qui le traite sur sa pathologie, mais qui l'empêche aussi de vivre normalement sa vie d'adulte.
Et donc on est tous les jours avec lui à le surveiller, à supporter ses sautes d'humeur, ses moments de plaisir ou de monter en puissance, puisque on commence à connaître un petit peu les difficultés inhérentes à sa maladie, entre les phases hautes et les phases dépressives. Je dirais que c'est un parcours de tous les jours. Qu'est-ce qui pourrait vous aider, vous, en tant que parent, à vivre au moins mal la maladie de votre fils? Déjà, une structure qui puisse nous permettre de le voir vivre seul, mais encadré pour que les médicaments soient pris, qu'il puisse aller travailler, etc. Parce qu'à la maison, c'est pas un adulte qu'on a, c'est un enfant de 27 ans avec ses difficultés de raisonnement. Ça va très vite des fois quand il est en phase normale ou maniaque. Donc son dialogue est très très rapide, on a du mal à le suivre, on est un peu fatigué de la journée de travail. Et quand il est en dépression, ça se voit tout de suite parce que il mange beaucoup plus, il dort beaucoup plus et il a goût à rien. Donc c'est un peu compliqué. On s'y attendait pas forcément, lui non plus. Il est devenu bipolaire ou... On peut pas dire qu'il est devenu. Il était certainement. On est tous un petit peu bipolaires. Voilà. Mais non, c'était un enfant un peu différent. Voilà. Il était un petit peu plus mature. Il discutait beaucoup avec les adultes plutôt qu'avec les gens de son âge. Voilà, il y avait des signes avant-coureurs. Mais bon, tant que l'adolescence n'est pas passée, on peut pas dire qu'il était prédestiné à cette maladie. Bien sûr que non. On a l'impression que vous vous sentez un peu abandonné de l'État, même si le Premier ministre a annoncé que la santé mentale serait une grande cause pour 2025. Au niveau des soignants, par exemple, soit pour votre fils, soit pour vous-même, de l'accompagnement. Les effets d'annonce des gouvernements successifs sur les questions de santé, on les connaît tous. Il y a toujours des effets d'annonce, il y a toujours des moyens dits de mis en place et les familles au bout de la chaîne, elles ne voient rien. Ne serait-ce que pour avoir le statut de MDPH, mon fils a mis 1 an entre le dépôt du dossier et son acceptation. Il n'a pas l'AAH parce qu'on l'a jugé à 39% de sa maladie. Donc ça veut dire qu'il n'a pas d'allocation. Il n'a pas d'allocation, c'est nous qui prenons en charge. Des entreprises le prennent en intérim et il a la chance de pouvoir travailler parce que physiquement, pour l'instant, il suit. Mais sur des périodes de 6 semaines, 8 semaines grand maximum. Voilà, c'est compliqué. Et vous avez un lieu ressource quand même qu'est l'UNAFAM où vous pouvez vous retrouver, être un peu soutenu ou... Oui, on a le groupe de parole depuis un peu plus d'1 an maintenant et ça fait du bien de voir que d'autres familles ont les mêmes difficultés, les mêmes problématiques et le même discours du futur, voilà, de l'inquiétude de ce que peut présenter la maladie et ce qu'on peut apporter. Parce que quelle est votre inquiétude justement par rapport à l'avenir ? On vieillit tous un petit peu et si on n'arrive plus à tenir la baraque, qui va tenir le fiston sur cette période plus longue qui lui reste à vivre. Voilà, sans compter que la famille, elle n'est pas là. Donc vous souhaiteriez finalement avoir des structures qui puissent un peu à la fois vous soulager et puis effectivement être présentes pour votre fils quand ça deviendra trop dur pour vous. C'est surtout pouvoir souffler, se dire qu'à un moment donné, il retourne dans la structure pour que nous, on puisse reprendre des forces, reprendre l'envie de vivre ensemble, de partager, et que lui aussi se fasse aussi son activité, son cercle d'amis. Parce que même quand on est bipolaire sous traitement, on peut arriver à travailler et à vivre normalement. Il faut faire attention à certaines addictions, on va dire. Voilà. C'est toujours compliqué de se projeter et on n'a pas la possibilité pour l'instant de se dire on va souffler.
Merci beaucoup, David. Ginette, vous, quel serait le témoignage que vous auriez envie de transmettre à nos auditeurs sur ce que vous vivez? Je suis maman d'une grande fille qui a 47 ans et je suis seule avec elle. Et le problème que je rencontre, c'est qu'en tant qu'aidante, je ne sais pas vers qui aller. D'autant plus que ma fille est dans le déni, donc elle refuse d'aller voir le psychiatre et le médecin. Donc pour l'instant, elle n'a plus de médecin traitant ni de psychiatre. Et pour moi, c'est l'épée de Damoclès parce qu'il peut se passer quelque chose à un moment et je ne saurais pas quoi faire. Il y a eu un diagnostic de posé un jour ou Je n'ai pas été au courant parce qu'il y avait le secret médical. Un jour, j'étais chez son médecin qui n'était pas très content. Et ma fille était très mal, elle avait oublié son dossier médical chez moi. Et c'est là que j'ai su qu'elle souffrait de psychose chronique. Autrement, je ne savais pas ce dont elle souffrait. Donc je ne pouvais pas m'adapter à son comportement. Et donc j'ai été vers l'UNAFAM et là j'ai été beaucoup aidée par les groupes de parole, par les formations et par Profamille, surtout la formation Profamille. Alors qu'est-ce que c'est que cette formation Profamille? C'est une formation qui parle beaucoup de la relation entre l'aidant et le malade. Donc on apprend beaucoup sur la maladie, sur les traitements, comment se comporter. En même temps, ce sont des groupes de 10 personnes et il y a une cohésion qui se crée et on peut parler beaucoup de nos difficultés, de ce qu'on rencontre. Sans cette formation, je ne sais pas ce que l'on serait devenu. Je voudrais préciser, Profamille, c'est une formation qui est ouverte aux familles, mais spécifiquement en Mayenne, c'est sur la schizophrénie. D'accord? Il existe aussi de Profamille pour les personnes bipolaires. Mais en Mayenne, il n'y a pas ça. Il y en a une en Sarthe. Et en fait, ça c'est une formation qui est mise en place par l'hôpital. C'est une formation qui est mise en place par l'hôpital. C'est une formation qui dure sur 2 ans, hein, qui est ouverte aux aidants de proches malades psychiques. Voilà. Il y a autre chose, une autre formation qui existe, qui s'adresse aux familles dont le proche rentre à l'hôpital. Ça s'appelle Bref. C'est une formation de 3 heures qui est donnée par un psychiatre, des psychologues ou des infirmiers psy. 1 heure sur la connaissance de la maladie. La 2e heure, c'est sur les traitements mis en place. Et puis la 3e heure, c'est une intervention de l'UNAFAM pour venir en aide aux familles. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Voilà. Marie-Claude, vous vouliez rajouter? Et pour ajouter qu'à l'URPA, il reste des places pour, comment dire, si vous voulez participer à la formation Profamille, il faut contacter le service de l'URPA, URPA, de l'hôpital de Laval. Et surtout pour tous les renseignements, en fait, on pourra contacter l'UNAFAM aussi. Donc je vous laisse. Je voudrais donner aussi, comment dire, une note positive parce que notre fils, il va avoir 40 ans à la fin de l'année. Il est malade depuis l'âge à peu près de 10 ans. Mais bon, avec beaucoup de patience, beaucoup d'accompagnement et tout ça, eh bien maintenant, il a son logement, il arrive à vivre dans son logement, il fait quelques activités, notamment à l'atelier public de sculpture, où il est très bien accueilli. En milieu ordinaire. Il a une vie sociale, voilà. Il va, comment dire, à pouvoir d'agir, et il fait un petit peu beaucoup de marches, et il a son équilibre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de changement, mais il faut quand même donner de la vie, de l'espoir aux familles en disant que s'il y a un accompagnement, alors le premier accompagnement, c'est d'abord le soin, mais le deuxième accompagnement, c'est une famille. Et une famille qui est bien formée, c'est d'ailleurs les soignants le disent bien, qu'une famille bien formée est un soignant bis. Mais c'est vrai qu'on ressent quand même parfois cette solitude que ressentent les parents. La maladie psychique renferme toute la famille proche et même éloignée, parce que finalement, même le sachant, ils ne viennent pas nous proposer de prendre notre jeune quelques jours. Parce qu'on est démunis aussi. Il était question à un moment de faire des formations premiers secours en santé mentale, ce qui ça peut permettre aussi de sensibiliser le grand public et de faire un petit peu moins peur. C'est une formation dont l'UNAFAM a été le porteur. C'était une formation qui venait d'Australie. Et on était un des derniers pays d'Europe à la mettre en place. Donc actuellement, oui, ça progresse.
Mais ça ne suffit pas. Ça ne C'est suffit un pas. petit peu comme d'apprendre à utiliser un défibrillateur, en fait, hein. C'est aussi essentiel, hein. Et par exemple, là, il y a des formations qui sont proposées prochainement en Mayenne? En Mayenne, j'ai pas connaissance de formation actuellement, hein, parce que Attendez, je vais finir, hein. On va quand même juste rappeler que s'ils ont besoin, en tout cas, l'UNAFAM est là pour répondre pour être une présence et répondre à des questions. Et comme le disait Marie-Claude tout à l'heure, hein, pour compléter les dossiers. Alors, le numéro de téléphone de l'UNAFAM. Alors 06 58 78 93 36. Ce que je peux préciser aussi, c'est que depuis le 7 octobre dernier, on vient d'ouvrir un groupe de parole sur Cran. Et j'ai appris hier qu'un GEM allait ouvrir, c'est-à-dire un groupe d'entraide mutuelle pour les personnes qui ont des troubles. Donc ça viendrait en complément de toutes ces choses-là sur le secteur de Caen. Voilà, donc on voit qu'il y a encore beaucoup de choses qui seraient nécessaires, hein, à faire, mais en tout cas qu'il y a des petits pas, en tout cas qui sont réalisés par le milieu associatif, hein. Donc merci beaucoup à l'UNAFAM, hein, et merci beaucoup à vous tous et toutes, hein, d'avoir témoigné sur ces difficultés que vous rencontrez au quotidien en tant que proche aidant de malades psychiques. Merci.